Bon, ce qui nous permet de passer au point 2, c'est-à-dire la perspective. Donc la perspective, comme on l'a expliqué, c'est ce qui permet, c'est ce qui va nous permettre justement de faire en sorte que les éléments les plus éloignés, donc les éléments ayant une coordonnée z plus éloignée, nous apparaissent plus petits que les éléments ayant une coordonnée z plus proche, donc plus petite. Et donc il y a différents types de perspectives, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici ce que je prends généralement c'est la perspective dite conique à un seul point de fuite. L'idée c'est de savoir, se dire que l'œil humain évidemment est aussi une rétine plane, donc ne peut pas voir des choses à l'infini, et a exactement la même problématique que nous allons avoir dans la projection, en tout cas dans la perspective sur un monde tridimensionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il fasse une interpolation, si je puis dire, en fonction de la profondeur, de la hauteur des objets. Alors la perspective, c'est quelque chose, donc ce type de perspective, c'est connu depuis assez longtemps, les Grecs l'avaient déjà découvert, ça a été perdu au Moyen-Âge, et puis finalement ça a été retrouvé à la Renaissance, mais bon, ici on va voir un peu sur quelle notion mathématique ça s'appuie, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même suivre un peu. Et l'idée c'est de se dire, comme j'ai dit au tout début, que quand on représente, comme mon ami Michel me disait, quand on représente un personnage qui se déplace dans un jeu en 3D, que ce soit Doom, que ce soit Counter-Strike ou Valorant, que vous voulez, on a l'œil, on a l'écran. Et on a toujours une vue perpendiculaire à l'écran. Et donc, si je vais plus loin dans le concept, j'ai ici mon écran et ici mon œil qui regarde dans la direction de l'axe des Z. Puisque je rappelle que la première chose que nous avons effectuée, c'est de projeter le monde sur l'écran, enfin en tout cas sur l'espace de vue, de visualisation. Donc nos axes sont parfaitement alignés, nos repères sont parfaitement alignés. Ici, l'axe des YZ, des XY correspond bien, le plan pardon XY correspond bien au plan X', Y' de l'écran. Et là, j'ai des points qui ont des coordonnées Z différentes. Par exemple, celui-ci, et celui-ci qui serait nettement plus grand. Mon point de fuite, mon œil, il se situe ici. Ce qui veut dire qu'un objet tel que celui-ci, qui est à une certaine distance évidemment du repère, paraîtra à une certaine hauteur, une fois projeté sur l'écran en tenant compte de la perspective, et paraîtra par exemple peut-être aussi grand que cet objet-là qui est plus éloigné. Il faut savoir aussi que nous, en faisant nos fameuses translations, en ramenant les centres sur les centres, on fait abstraction d'un petit détail, c'est qu'à l'origine, la position de la caméra, elle n'est pas forcément sur le centre du monde. On est éloigné. Donc il y a, par rapport à l'axe des Z, une translation en TZ. Cette translation, il faudra en tenir compte. Évidemment, si le centre de ma caméra est beaucoup plus éloigné du centre de mon monde lors d'une première mesure, d'une première prise de vue, et qu'il l'est beaucoup moins dans la seconde, évidemment les objets paraîtront plus grands dans la seconde, puisqu'ils sont plus proches de l'œil de la caméra. Donc il faut tenir compte évidemment de cette translation TZ. Et par rapport à elle, on va pouvoir replacer l'élément, non pas devant évidemment, parce que s'il est devant, le TZ il paraîtra beaucoup plus grand, mais derrière. Il est évident que mon œil, si j'observe cet élément-là, la projection de l'élément ici, donc du P1, en P1', je vais le placer par exemple ici, elle va me donner ceci. Pour l'élément P3 ici, il sera situé beaucoup plus loin que mon élément P1. Donc si je prends évidemment
ici, je vais me retrouver avec quelque chose qui, limite, sera plus petit que P1 parce que simplement il est beaucoup plus éloigné. Alors, petit détail, on en parle souvent sur les cartes de jeux vidéo, quand on fait évidemment, quand on prend l'écran, quand on considère les projections si je prends l'espace total projeté, c'est-à-dire la hauteur maximale de l'écran et en positif et en négatif, j'obtiens ici un angle d'ouverture qu'on appelle le FOV, le Field of View. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les jeux vidéo et qui détermine en fait l'obturation d'ouverture de la caméra. Autre petit détail aussi par rapport à ça, à ces projections, il faut savoir que l'écran le jumeau entre guillemets numérique de l'écran peut travailler, lui, soit en pixels ou soit dans les coordonnées du système du monde. Il faudra bien sûr reconvertir tout ça en pixels, parce que nous, nos écrans physiques, ils ont un nombre de pixels limité. Et donc, il faudra considérer que l'unité, par exemple, 1 dans le monde, 1 représente une unité particulière. Ça peut être 1 mètre, ça peut être 1 kilomètre, ça peut être une année-lumière, ça dépend évidemment. Et donc, il faudra associer un nombre de pixels à cette unité. Ceux qui font de l'OSIPy, de la VevaPy, en automation, on parle de unit of measure. Donc ici, le but, c'est de lier les unit of measure à un certain nombre de pixels. Alors, on a vu ça, c'est très bien, on a vu un peu le fonctionnement, mais si j'applique ça mathématiquement, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais refaire un peu mon petit schéma ici, plus propre. On puisse peut-être voir un peu mieux. Donc, j'ai dit ici, j'ai mon écran qui est associé à mon repère orthonormé. J'ai un point ici que j'appelle P1. Ici, j'ai une distance entre l'œil et le repère. J'ai dit qu'on plaçait le point en TZ, en moins TZ, mon axe va par là, et que je dois lui retirer encore la distance Z. Je le retrouve ici. Voici. Et le mouvement, voilà ce que je verrai sur mon écran. Donc concrètement, si j'applique le théorème de Thalès, donc ça c'est la distance que j'appelle ZI dans mon petit bouquin, c'est la distance de l'œil à l'écran. Et ça, fatalement, c'est la distance du repère à P1, donc c'est Z. C'est Z, simplement. C'est Z', c'est le Z projeté, pardon, qui était projeté après projection, donc c'est le Z'. Ok, donc ça c'est le TZ de translation. Eh bien, je peux dire par le théorème de Thalès que cette grandeur-là divisée par cette grandeur-là est égale à cette grandeur-là, qui est la grandeur que je vais réellement projeter ici, qui est ma grandeur recherchée, divisée par cette grandeur-là. Et donc si j'écris, ça je l'appelle YP pour Y projeté, ça je l'appelle Y', parce que par exemple je travaille ici sur la coordonnée Y essentiellement, et là je représente mon Y, c'est l'axe de mon Y, eh bien je peux dire que mon Y' divisé par la Zi plus Z' est égal à Y projeté divisé par cette distance-là qui vaut Zi moins Tz moins Z. Voilà. Et donc si je place ça au-dessus, j'ai une relation YP est égale à Y' multiplié par je dis ici Z moins TZ divisé par Z plus Z'.
Et on va retrouver une relation similaire pour le x projeté. X', même chose, exactement le même rapport. Donc on voit ici que z', évidemment, va nous donner une fonction. On a une fonction qui dépend de z' et qui va nous donner le facteur de rétrécissement en fonction de la distance z par rapport au plan du monde, donc qui coïncide à ce moment-là au plan de projection. Et donc ici, évidemment, on n'a pas besoin d'une troisième coordonnée, puisqu'on a les résultats projetés. Me restera ensuite à convertir ça en pixels, donc en multipliant par le facteur d'unité de mesure, ce qui me donnera le nombre de pixels par rapport à YP et XP que je pourrais afficher. Et me restera aussi à le positionner correctement au centre de l'écran, parce qu'on sait que les coordonnées d'un écran en général, on a 0, 0 ici, et puis on a 1600 tout au fond et 1200 ici. Ben nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre le centre entre, par exemple, 800 et 600. 600,600. Comme ça, je suis au milieu de l'écran, donc le 0 devra pointer là-dessus, et toutes les valeurs qui auront été remises en forme à partir du unit of measurement devront être aussi décalées en pixels pour se retrouver alignés par rapport au centre de l'écran. Donc voilà, donc tout ça, on verra dans une vidéo plus tard, mais c'est un petit peu pour vous expliquer comment fonctionnent ces notions de perspective et de projection. Et quand on a fait ça, bah oui, on est capable, en changeant simplement les angles d'azimut et de latitude, on est capable d'observer un monde virtuel à travers notre écran physique, sous tous les angles, toutes les coutures que l'on veut. En sachant que si on éloigne la caméra, vu les formules appliquées ici avec le fameux TZ, qui est la distance entre l'œil, ou en tout cas entre le plan de la caméra et le centre du monde, et bien grâce à ça, on pourra... oui, ici c'est vrai qu'on tient compte du fait qu'on pointe sur la distance TZ, évidemment, et la translation entre le centre et le centre. Donc plus on est éloigné, évidemment, plus les objets apparaîtront petits, et plus vous pourrez voir beaucoup d'objets, moins il est éloigné, plus les objets apparaîtront grands, et évidemment, moins vous aurez une vue holistique. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo ici pour me retrouver aussi moi-même parfois dans ce genre de calcul. Alors le petit livre de la 3D, je me suis rendu compte qu'il n'est pas tout à fait correct, donc il y a quand même des choses à reconsidérer là-dedans, peut-être des simplifications à faire par rapport à ce que j'ai énoncé ici, mais la philosophie reste quand même la même. L'application du théorème de Thalès pour trouver justement l'effet de perspective, en s'assurant bien sûr d'avoir projeté de l'autre côté de l'écran, aux bonnes distances, entre l'œil et l'écran, les éléments qui doivent apparaître dans le monde. Alors si vous avez des éléments trop éloignés, évidemment ils vont tomber derrière l'œil, et donc ces éléments-là, ils n'apparaissent pas. C'est assez logique quelque part, parce que nous, si au-delà de l'horizon, on ne voit pas. Donc ça équivaut un peu à l'horizon quelque part. Certains algorithmes dans les cartes graphiques, etc., certains frameworks, automatiquement vont filtrer tout ce qui n'apparaît pas, donc ça évitera de faire des calculs sur les points. Vous pouvez vous amuser à les calculer, ça ne marchera simplement pas. Et voilà, donc pour le reste, vous aurez en fait une hauteur tellement petite que vous aurez zéro. Quoi. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez et qu'on peut se débrouiller avec déjà ce qu'il y a là. Donc la prochaine vidéo que je ferai là-dessus sera sans doute, même certainement, parce que j'ai déjà commencé, une implémentation en un framework qui s'appelle EJML. C'est, je pense, de l'Extended Java Machine Learning. Donc c'est vraiment un framework qui est fait pour faire du machine learning en Java. Oui, j'abandonne le C parce que bon, sur ce genre de choses, c'est quand même un petit peu se chatouiller de faire ça en C ou en C++, surtout en C++. Et donc Java se prête quand même très bien pour du jeu, comme ça on n'est pas dans de la vraie 3D, enfin c'est de la vraie 3D en l'occurrence, mais
On n'est pas dans de la 3D professionnelle où on utilise des frameworks genre OpenGL, Direct 3D ou autres joyeusetés. Donc ici, on reste quand même dans des choses relativement simples. Donc Java est vraiment sympa pour mettre en place ces petites formules. Et ce framework est super intéressant parce que justement, il nous donne toute une série de matrices, de définitions de matrices prédéfinies et surtout d'opérations sur les matrices. On peut les inverser, on peut les multiplier, on peut faire plein de choses. Et c'est vraiment utilisé pour du machine learning où là aussi on fait une utilisation intensive du calcul matriciel. Par exemple en machine learning, si on fait un algorithme basé sur une régression multivariée, ben la régression multivariée c'est du calcul matriciel dans toutes les sources. Il y a des inversions de matrices, il y a tout un tas de choses très joyeuses à faire par rapport à ça. Ici, à nouveau, la 3D, on est sur des choses relativement sympathiques. Voilà, bonne soirée, j'espère